quand on va être face à une bactérie qui est un pathogène extracellulaire, notre réponse immunitaire va se focaliser sur la production d'anticorps qui vont avoir la capacité d'activer le complément et de détruire directement ce pathogène. Donc, face à une bactérie, l'enjeu de la réponse immunitaire est de développer une réponse immunitaire dite humorale pour produire ces anticorps. Lorsqu'on est face à une réponse contre un virus, vous savez que les virus ont la capacité d'infecter les cellules. Ce sont des germes à développement intracellulaire. Et là, les anticorps ne vont pas pouvoir détruire directement le pathogène puisqu'il est présent dans la cellule. Les anticorps vont avoir un rôle secondaire qui va être de neutraliser l'entrée du virus dans la cellule, mais on va avoir besoin de cellules dites tueuses, de cellules cytotoxiques pour détruire les cellules infectées. Et dans le cadre d'une infection virale, l'enjeu de la réponse immunitaire va être de développer une réponse immunitaire cellulaire avec des lymphocytes dits cytotoxiques, des lymphocytes T CD8, qui vont être capables de détruire une cellule infectée. Et la cellule qui va être charnière pour détecter le pathogène et orienter la réponse immunitaire vers la bonne voie, ça va être ce qu'on appelle les cellules présentatrices d'antigènes qui ont soit leur surface, soit dans leur cytoplasme, ce qu'on appelle des toll-like récepteurs, qui sont des récepteurs qui vont capter des signaux de danger sur le pathogène. Ces signaux de danger sont différents en fonction du pathogène. Sur une bactérie, on va avoir plutôt des sucres. Sur un virus, ça va plutôt être l'ARN viral qui va être détecté par ces toll-like récepteurs. Et c'est cette reconnaissance du pathogène qui va permettre, en présentant l'antigène pathogène, donc soit issu de la bactérie, soit issu du virus, d'orienter la réponse immunitaire. Donc cette cellule dendritique, elle a un rôle fondamental pour décrypter vraiment l'enjeu de ce pathogène et orienter notre réponse immunitaire, soit vers ce qu'on appelle une voie TH1, TH2, quand on est face à une bactérie où on va devoir donc produire des anticorps qui vont détruire le pathogène. Donc, pour communiquer entre les cellules, le lymphocyte et les cellules dendritiques vont produire un environnement cytokinique, donc des cytokines qui vont permettre la différenciation du lymphocyte T naïf en lymphocyte T TH2. Ces cytokines, ce sont l'IL4, l'IL5, l'IL10, qui vont orienter la réponse immunitaire pour induire une réponse humorale. Par contre, quand on sera face à un antigène viral, où il faudra déclencher une réponse de type TH1, une réponse cellulaire cytotoxique. L'environnement cytokinique va être totalement différent. Les cellules de l'immunité innée vont produire de l'interféron alpha qui va avoir en lui-même une capacité à détruire les cellules infectées et détruire les virus. Puis, dans cette différenciation, le lymphocyte va produire de l'IL12, de l'interféron gamma, qui vont orienter la réponse immunitaire vers une réponse de type TH1. Et donc, évidemment, dans la réponse immunitaire face au Covid, c'est cette réponse TH1, c'est cette réponse cellulaire qu'il va falloir favoriser, qu'il va falloir mettre en place pour éliminer le virus. Et c'est ce qui a été observé dans la réponse immunitaire au cours de l'infection à Covid, où ce qui se passe lorsque vous savez que 2% des patients vont faire des formes graves. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Alors, oui, mais t'es revenu à la page. Voilà, ok, voilà. Parfait. C'est bon? Ok. Ouais. Donc, vous savez que 2% des patients vont faire des formes sévères de Covid et la plupart des sujets plutôt sains, plutôt jeunes, vont faire des formes modérées à peu symptomatiques. Et de nombreuses équipes, dont notre équipe, a essayé de comprendre les différences entre les formes sévères et les formes modérées à peu symptomatiques. Et ce qui a été mis en évidence, c'est une faiblesse dans les formes sévères de cette réponse TH1, où on a pu détecter, mettre en évidence des taux d'interféron alpha et d'interféron gamma qui sont très faibles, qui ne permettent pas l'élimination du virus. Donc on va avoir un virus qui va se développer, une charge virale qui va rester importante dans ces formes modérées à sévères, qui va conduire à une inflammation. Puisqu'on n'arrive pas à éliminer le virus, les cellules de l'immunité innée vont continuer à produire des cytokines de l'inflammation. On parle de cytokine storm ou de tempête cytokinique, je pense que tout le monde en a entendu parler. Et cet emballement de la réponse inflammatoire
ne va pas permettre la mise en place d'une réponse TH1 de bonne qualité. Et c'est ce qui va faire la gravité du pronostic de ces patients. Alors que quand on est chez des patients qui mettent en place une bonne réponse TH1, c'est là que le virus va être progressivement éliminé et l'inflammation va être contrôlée grâce au développement de lymphocytes T régulateurs qui vont venir réguler cette production inflammatoire. Et ce qu'on a mis en évidence également en comparant, en appareillant des sujets qui présentaient des formes asymptomatiques à des sujets qui présentaient des formes graves. C'est ce que vous avez sur cet histogramme. Si on analyse la réponse humorale, les formes peu symptomatiques développent très peu d'anticorps contre les Covid, alors que les formes graves vont développer beaucoup d'immunoglobulines, d'IgG, d'IgA contre le Covid. Et on a une réponse cellulaire qui est totalement inversée dans les formes graves, où, comme je vous l'ai dit, la production d'interférons alpha et gamma est effondrée, alors que dans les formes peu symptomatiques, la production d'interférons est solide et c'est ce qui explique cette bonne élimination et cette bonne clairance virale. L'objectif de la vaccination contre le Covid va être de renforcer cette réponse cellulaire qui est peu efficace dans les formes graves pour produire plus d'interférons, pour produire des lymphocytes T, CD4 et CD8, et notamment des CD8 qui vont être cytotoxiques et qui vont être capables d'éliminer le pathogène, et secondairement, ce sera d'être capable de produire des anticorps neutralisants. Donc, il faut bien avoir en tête que dans cette réponse vaccinale contre le Covid, Ton micro, Barbara. Ça a coupé à quel moment? Excusez-moi. La réponse contre le Covid. Donc, est-ce que j'ai pu décrire les deux diagrammes là? Les objectifs de la vaccination. Et donc là, l'objectif de la vaccination, tu peux reprendre. Oui. L'objectif va être donc de renforcer la réponse cellulaire. Donc, on va chercher un vaccin qui va être capable d'induire une réponse interféron, d'induire des lymphocytes T, CD4 et CD8 qui vont être cytotoxiques. Et on va chercher également, mais ce qui est secondaire, la production d'anticorps neutralisants. Donc, tout le choix de la stratégie vaccinale et l'enjeu du type de vaccin qu'il va falloir choisir, ça va être de favoriser cette réponse TH1 aux dépens d'une réponse TH2. Et vous allez voir que dans tous les essais de phase 1 et de phase 2, c'est ce qui a été recherché dans les différents candidats vaccins. L'objectif d'un vaccin, comme vous le savez, est d'induire une mémoire immunitaire. C'est-à-dire que, comme vous le savez, la première fois où on rencontre un pathogène, on va tomber malade, entre guillemets, puisqu'il va falloir un petit peu de temps pour développer une réponse anticorps, puis une réponse cellulaire. On parle de réponse primaire et de réponse secondaire. Au début, on va développer des IgG, qui sont les premières immunoglobulines qui sont capables de neutraliser un virus. Et dans un second temps, on va être capable de développer une réponse IgG qui est beaucoup plus robuste, beaucoup plus efficace et qui va nous aider à éliminer le pathogène en activant le complément et par différentes méthodes. Parallèlement à ça, on va sélectionner des cellules de l'immunité, des CD4, des CD8 comme on a vu, qui vont être capables d'éliminer le virus, et en même temps, un contingent de ces cellules va être conservé dans notre système immunitaire, parce qu'on parle de lymphocytes mémoire, ce qui va nous permettre, la deuxième fois où on rencontrera le pathogène, d'avoir une réponse beaucoup plus rapide et de ne pas tomber malade, d'éliminer directement le virus. Et donc évidemment, ça c'est le principe de la vaccination, c'est-à-dire qu'on va injecter un antigène qui va permettre d'induire une réponse primaire immunitaire solide, et pour nous permettre, le jour où on rencontrera le pathogène, d'avoir déjà des anticorps et des cellules effectrices, des lymphocytes B, des lymphocytes T, qui sont déjà sélectionnés et qui vont pouvoir directement éliminer un pathogène. Le dernier point d'immunologie un peu fondamental sur lequel je voudrais insister, c'est la nécessité pour un vaccin de devoir induire une réponse T. Si on injecte un peptide à un patient, on va être capable de sélectionner un lymphocyte B, d'induire une réponse immunoglobuline de type IgM, mais cet antigène ne va pas être capable d'induire une réponse de type lymphocyte T, parce que sans adjuvant, sans aptène, un peptide n'est pas capable d'induire
une activation des toll-like récepteurs dont je vous ai parlé et une activation des lymphocytes T. Et on parle de réponse T indépendante. Cette réponse T indépendante, elle est utilisée dans certains vaccins qui vont donner une réponse uniquement de type IgM, sans mémoire, et qui vont nécessiter des rappels fréquents pour permettre d'avoir une immunité prolongée. On parle d'immunité T indépendante, et tout le rôle du vaccin, de l'adjuvant, de l'aptène va être d'induire une réponse T qui va permettre de passer d'une IgM à une IgG et d'avoir une réponse mémoire et une réponse de type T dépendante. Et c'est fondamental dans la conception d'un vaccin. Alors maintenant, si on parle des différents vaccins, je vous en ai dit quelques mots. Il y a d'abord ce qu'on appelle les vaccins sous-unitaires, où on va utiliser juste un peptide, une partie du virus ou de la bactérie contre lequel on va vouloir immuniser un patient. Donc ce sont des vaccins qui vont utiliser des macromolécules purifiées ou des vaccins conjugués. Dans ces deux types de vaccins sous-unitaires, comme je vous l'ai dit, on va avoir une réponse T indépendante, sauf si on utilise un adjuvant. Et tout l'intérêt de l'adjuvant dans les vaccins, on dit que c'est pour booster le système immunitaire. C'est en fait pour mimer ce que je vous ai dit initialement en introduction, les signaux de danger qui sont à la surface des bactéries, qui vont être capables d'activer les toll-like récepteurs et d'induire une véritable réponse T dépendante qui va permettre d'avoir une mémoire immunitaire et d'avoir la production d'IgG et une réponse beaucoup plus solide. En fonction du type de réponse qu'on va vouloir induire chez un patient, on va choisir notre adjuvant selon cette réponse. Si on veut avoir une réponse cytotoxique importante, on va choisir un certain type d'adjuvant, comme je vous montre à la flèche, qui vont être capables d'activer des toll-like récepteurs de type 9 et induire une réponse T CD8. Donc c'est fondamental de savoir le type de réponse pour définir la stratégie vaccinale. Et ensuite, les autres types de vaccins vont utiliser des micro-organismes, soit des vaccins vivants atténués, soit des vaccins tués, où on utilise le virus, on le tue et on l'injecte. Et les nouveaux vaccins dont on va parler ce soir, ce sont les vaccins à ADN et les vaccins à ARN, ou les vecteurs recombinants. Je réinsiste sur les vaccins sous-unitaires, donc là où je vous ai dit, où on va injecter juste un peptide issu de la bactérie ou du virus contre lequel on va immuniser le patient. Donc, ces vaccins polysaccharidiques vont seulement activer les lymphocytes B sans activation de CD4. Il n'y aura pas ce qu'on appelle de commutation isotypique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'IgG. On va seulement produire des IgM, on ne va pas avoir de mémoire. Et c'est des vaccins qu'il va falloir répéter pendant longtemps, faire des injections répétées pour pouvoir maintenir une immunité. Un des apports récents sur ces sous-unitaires, ça a été de faire ce qu'on appelle une conjugaison, où on va utiliser en fait des vaccins oligosaccharidiques qu'on va conjuguer sur ce qu'on appelle un ligand qui va servir d'aptène et qui va permettre d'activer la réponse CD4. Ce type de vaccin induit essentiellement une réponse de type TH2, donc qui ne sera probablement pas l'idéal dans notre contexte de Covid, mais le ligand va permettre une commutation IgM-IgG, va permettre d'avoir des lymphocytes B mémoire, et donc ça va permettre d'avoir une seule injection et des rappels beaucoup plus espacés qu'avec des vaccins de type polysaccharidique. C'est ces vaccins qu'on utilise contre le méningocoque. Juste un rappel avant de parler des vaccins Covid sur les avantages et les inconvénients des différents vaccins. Les vaccins atténués qu'on utilise essentiellement contre le ROR, la polio, la tuberculose ou la varicelle sont donc des vaccins qui sont toujours vivants, qu'on a juste atténués. Et le risque majeur, c'est les premiers vaccins qu'on a utilisés, ça va être de muter vers une forme plus virulente. Donc, je pense qu'actuellement, dans le Covid, c'est forcément pas un choix qu'on a envie de faire, bien qu'il déclenche une bonne réponse immunitaire. Les vaccins inactivés ou tués, ce sont ceux qu'on utilise contre le choléra, la grippe ou les hépatites. Ils vont avoir moins d'effets secondaires, ils vont être plus stables, mais ils induiront une réponse immunitaire plus faible et ils vont avoir besoin de rappel
et d'injection d'adjuvants. Les vaccins sous-unitaires, on en a bien parlé, les vaccins conjugués, ils sont bien tolérés et dans les sous-unitaires, il va falloir faire des rappels et utiliser des adjuvants. Et donc, les derniers types de vaccins dont on va parler pour le Covid sont des vaccins ARN ou ADN. Ils vont induire une réponse cellulaire et humorale importante. Pourquoi? Parce qu'ils miment complètement l'infection virale au plus proche et en limitant les inconvénients des deux autres types de vaccins vivants ou inactivés. Donc, dans le choix de la stratégie d'un vaccin contre le SARS-CoV-2, l'objectif va être de mimer l'infection virale au plus proche pour avoir une réponse immunitaire au plus proche de la réponse contre le Covid. Donc, le SARS-CoV-2 est un vaccin ARN, c'est-à-dire qu'il va pénétrer dans la cellule grâce à une protéine de surface qu'il utilise, c'est ce qui s'appelle la protéine du spike. Il reconnaît le récepteur ACE sur les cellules épithéliales et il va pénétrer dans les cellules où il va pouvoir transférer son ARN sur l'appareil de Golgi pour pouvoir traduire son ARN viral en protéines virales et reconstituer du virus grâce à cette synthèse, donc qui détourne notre machine de transcriptionnelle pour faire des protéines virales et faire de nouveaux virus. Et c'est comme ça qu'il fait un cycle viral et qui l'infecte nos cellules. Donc, dans le choix du vaccin, la meilleure stratégie va donc être de mimer au plus près cette infection virale. Et donc, vous comprenez bien que la stratégie ARN, où on utilise juste de l'ARN viral, mais pas l'ensemble du virus, juste la protéine du spike, va permettre aux cellules qui vont recevoir le vaccin ARN de traduire en protéine la protéine du spike, de l'exprimer à la surface et d'induire une immunité cellulaire comme on retrouve au plus proche de l'infection à SARS-CoV-2 et donc d'induire une immunité de type cellulaire CD4, CD8. Et donc, c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui a été fait en un temps assez record, puisque un an après l'émergence du virus, les premiers vaccins ont terminé leur phase 3. Pourquoi ce temps record? Parce que les vaccins ARN sont une technologie qui est récente, puisque on n'a pas le recul qu'on a de plus de 100 ans sur les vaccins tués, mais c'est des vaccins qui sont utilisés depuis 10 ans dans des protocoles de thérapie en cancérologie et qui sont assez faciles à produire, contrairement à ce qu'on croit, puisqu'on a juste à produire une séquence d'ARN de la protéine du spike, à enrober ça dans une couche de lipides pour que ça puisse pénétrer dans la cellule. Et cet ARN va directement être traduit en protéines, présenté aux cellules présentatrices de l'antigène. Et cette présentation va permettre l'activation des lymphocytes T naïfs et leur différenciation lymphocytes T CD4 de type TH1 pour induire une réponse immunitaire cytotoxique. Alors, est-ce que ces vaccins ont été efficaces sur le plan immunologique et est-ce qu'ils ont été capables d'induire cette fameuse réponse TH1 que je vous ai décrite en introduction? Donc, la réponse est oui. Les premières études de phase 1-2 qui ont été faites sur 45 sujets sains âgés de 18 à 55 ans ont montré, comme vous pouvez le voir sur ces graphiques. Donc là, ce qui a été testé, c'est des doses de plus en plus hautes. L'objectif des études de phase 1-2, c'est de définir le meilleur protocole de vaccination et surtout de valider l'efficacité vaccinale sur des critères immunologiques purs. Et là, l'objectif, c'était d'induire donc des lymphocytes TCD4 et des lymphocytes TCD8 capables de produire de l'interféron. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Là, on a injecté différentes doses à des groupes de patients et on a pris leurs cellules de l'immunité, leurs cellules CD4 et CD8, et on a regardé si lorsqu'on on les stimule avec un peptide du virus, on arrive à produire de l'interféron. Et comme vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé, puisque quand on injecte différentes doses de vaccins ARN aux patients, on induit bien des lymphocytes TCD4 et des lymphocytes CD8
capables de produire de l'interféron. Et c'est ce que vous avez également ici sur ce graphique, où vous voyez que l'augmentation des doses va permettre d'induire de plus en plus de cellules productrices d'interféron. Comme je vous ai dit, on veut induire une réponse de type TH1, donc on veut produire de l'interféron de l'IL2 et une réponse et limiter la réponse de type TH2, qui est la production d'IL4 et d'IL5. Et donc vous voyez, toutes les protéines de la voie, toutes les cytokines de la voie TH1 sont bien produites en réponse à la vaccination, alors que les cytokines de la voie TH2 ne sont pas produites. Donc le premier objectif de renforcer, d'avoir une bonne réponse cellulaire est atteint par ce vaccin. Ils ont ensuite regardé la qualité de la réponse humorale et donc la capacité d'induire une réponse IgG dirigée contre ces fameuses protéines du spike, les protéines RBD. Et c'est ce que vous voyez en fonction des doses. Vous voyez, en fonction du temps et des injections, on induit la production d'IgG contre le spike qui vont permettre d'empêcher l'entrée du virus dans la cellule. Et ils montrent par ces manips de neutralisation qu'ils empêchent bien l'entrée du virus dans la cellule grâce aux anticorps produits chez les patients. Donc cette étude est extrêmement positive de phase 1 et 2 sur 45 patients et montre qu'on induit bien une réponse immunitaire robuste chez ces patients. Cette validation d'étude de phase 1-2 permet à l'industriel de passer en étude de phase 3 et c'est ce que vous avez ici, cette fameuse étude qui a été publiée la semaine dernière dans le New England et qui rapporte l'efficacité du vaccin, donc c'est le vaccin Pfizer, sur une étude randomisée contrôlée. Vous savez que c'est la seule façon de démontrer de façon scientifique qu'un médicament est efficace, c'est le recours à une étude randomisée. Qu'est-ce qu'une étude randomisée? C'est une étude où on tire au sort, quand un patient participe, on tire au sort son bras. Donc, on inclut les patients. Ils sont tirés au sort pour savoir s'ils recevront le vaccin ou s'ils recevront un vaccin placebo. Et on va suivre. Donc là, on sera en aveugle, on ne saura pas qui a reçu quoi et on va essayer ensuite de voir en fonction des groupes et de ce qu'a reçu le patient s'il développe un événement, c'est-à-dire une infection à Covid. Là, c'est la population qui a été testée. Donc, sur ces 18 860 patients qui ont reçu le vaccin ARN Pfizer et les 18 846 patients qui ont reçu un placebo. Vous voyez, l'âge médian est de 52 ans dans les deux groupes. Ils ont essayé d'avoir des groupes assez homogènes en termes d'âge. Et donc ça, c'est les résultats en termes d'efficacité du vaccin. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de lire ce type de courbe, mais là, c'est l'échelle de temps après l'injection. Et chaque augmentation de la courbe est un nouveau cas de Covid en fonction des bras. Donc là, vous avez le groupe des patients qui ont reçu un placebo, donc qui n'ont pas reçu de vaccin, et vous voyez qu'ils font, donc les 18 000 patients, vont faire beaucoup plus de cas de Covid que les 18 000 patients qui qui ont reçu le vaccin ARN. Et vous voyez que les quelques cas qu'on obtient sont obtenus pendant la période entre les deux doses, où la première dose est reçue à J0 et la deuxième dose à J21. Donc, vous voyez que la majorité des cas survient quand ils n'ont pas encore reçu la deuxième dose. Et donc là, en termes statistiques, il n'y a pas photo. C'est des courbes qui font rêver tous les scientifiques. En termes d'efficacité clinique, l'efficacité clinique de ce vaccin est indiscutable puisqu'il y a beaucoup plus de cas dans le bras placebo que dans le bras vacciné par le vaccin ARN. Alors maintenant, évidemment, la question est de savoir est-ce que ce vaccin est bien toléré avec les limites que l'on sait sur cette étude et qu'elle a démarré au mois de juin et qu'on est au mois de décembre. Donc, au maximum, on aura 4-5 mois de recul. Et en fait, pour la plupart des patients, on a entre 2 et 3 mois de recul. Mais les effets secondaires d'un vaccin qui sont à redouter surviennent précocement dans la vaccination. C'est au moment où la réponse immunitaire se met en place, donc dans les semaines qui suivent l'injection, qu'on sait s'il y a un effet secondaire. Donc là, sur les 2-3 mois, on observe la majorité des effets secondaires liés à la vaccination. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe effectivement que 16% des patients, et notamment les 16-25 ans, vont avoir un pic de fièvre après la vaccination, ce qui témoigne probablement de la
bonne efficacité du vaccin. 40% d'entre eux vont ressentir une fatigue et la majorité des patients, c'est ce que nous avons vu ici, ressent une douleur au moment de l'injection. C'est évidemment significatif par rapport au groupe placebo. Donc il y a bien des effets secondaires de ces vaccins, mais qui semblent totalement acceptables puisque ça se limite à de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête, peu de diarrhée, peu de vomissements, et que tout ça semble résolutif après la prise de paracétamol. Très peu d'effets indésirables de grade 4 et les effets que l'on a pu dénoncer là, les effets allergiques sont survenus après 1 million de doses injectées. Donc, c'est ce qui en fait des effets extrêmement rares. Voilà. Mais la plupart des effets indésirables seront évidemment cette douleur au point d'injection et un petit peu de fièvre, principalement chez les sujets jeunes de moins de 50 chez les sujets jeunes et au-delà qui vont recevoir après la deuxième dose un petit pic de fièvre. Vous savez que donc Pfizer a été le premier à développer le premier vaccin à ARN. C'est le vaccin qui va être conservé à moins 80 degrés. Moderna a, à 15 jours d'intervalle, développé un second vaccin à ARN qui est un peu plus stable à la température. Il se conserve à moins 20 degrés et qui également a des effets qui sont en termes d'efficacité assez équivalent à Pfizer et qui utilise la même technologie et les études qui l'ont validé utilisent exactement le même design. Là, c'est ce que vous avez sur l'étude de phase 1-2 sur 40 adultes. Donc, ce qui a été regardé, c'est l'induction de lymphocytes T CD4 que vous voyez ici et deux types qui sont capables de produire de l'interféron et de l'interleukine 2. Donc, ce sont des lymphocytes T CD4 de type TH1. C'est ce qu'on observe. On voit qu'il y a également une réponse chez les plus de 71 ans. Donc, c'est un vaccin qui semble efficace chez les sujets âgés. Et la réponse de type TH2, qui est ici, avec la production d'interleukine 4 et d'interleukine 13, est très limitée. Également, ce vaccin induit la production d'IgG dirigé contre le spike, totalement capable de neutraliser le virus, l'entrée du virus dans la cellule. Et cette réponse est anticorps. Elle est mesurée jusqu'à 119 jours, qui est le jour de la fin de l'étude. Donc, dans les 3-4 mois qui suivent, et puis la suite nous dira combien de temps dure cette réponse immunitaire, cette mémoire immunitaire. C'est évidemment une question extrêmement importante dont nous n'avons pas encore de réponse. Mais en tout cas, la réponse persiste dans les 3 mois qui suivent la vaccination. Également, la tolérance de ce vaccin est assez comparable au vaccin Pfizer, puisque vous voyez qu'on a 80% de fatigue, qu'on va avoir également des maux de tête, essentiellement des symptômes locaux et des douleurs au point d'injection. Donc, l'étude de phase 3 de Moderna vient d'être publiée. Là également, 30 000 participants, un âge médian à 50 ans, pas d'effets sérieux ou graves, une mortalité de 6 dans le groupe vacciné contre 7 dans le groupe placebo pour des causes non liées au vaccin. Il y a même eu 13 grossesses au cours de cette étude. 7, c'est une erreur dans le groupe vacciné avec une fausse couche et 6 dans le groupe placebo. Pour son efficacité, vous voyez qu'on a le même type de courbe que ce qu'on a observé avec le vaccin Pfizer. 11 cas de Covid dans le groupe vacciné contre 185 dans le groupe placebo, donc une efficacité qui est indiscutable. Pas de cas graves dans le groupe vacciné contre 30 dans le groupe placebo avec un décès lié au Covid. Donc l'efficacité de ces vaccins sur la base de ces données, qui sont encore des données robustes, puisqu'on est sur des études randomisées avec plus de 30 000 à 40 000 participants, confirme l'efficacité et la tolérance est totalement acceptable. Donc ça, ce sont le schéma qui a été choisi pour les 2 premiers vaccins qui vont être mis sur le marché. La France, donc vous savez qu'ils ont été déjà déployés au Royaume-Uni et aux États-Unis et que l'Union européenne signe les accords lundi prochain, signe l'autorisation de mise sur le marché de ces vaccins la semaine prochaine
pour une diffusion fin janvier. Donc, pour l'instant, les vaccins validés aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni, ce sont ces vaccins ARN suite à la publication de ces 2 études de phase 3. Ensuite, donc comme on a vu dans les différents types de vaccins, d'autres industriels ont choisi d'autres stratégies vaccinales et notamment les vaccins viraux atténués pour induire donc une réponse de type TH1 chez les patients vaccinés. Les virus, dans cette stratégie-là, on utilise en fait un adénovirus qui n'est pas répliquant, qui est incapable de se répliquer, dans lequel on insère de l'ARN du SARS-CoV-2 et notamment de l'ARN du spike. Également, le virus va rentrer dans la cellule, induire l'infection de la cellule, la production d'antigènes virales qui vont être captés par les cellules présentatrices de l'antigène et induire une réponse majoritairement de type TH1. Donc c'est le vaccin AstraZeneca qui est donc le 3e vaccin dans la course vaccinale et qui a donc validé son essai de phase 1-2 en vaccinant 543 patients sujets sains contre le Covid et ils ont comparé à 534 sujets vaccinés contre le méningocoque. Et donc là, c'est toujours le même principe. On regarde donc la capacité après l'injection de ce vaccin à induire une réponse humorale. Donc là, ce sont la réponse IgG. Ils ont comparé cette réponse IgG au sérum de patients qui ont présenté une infection au Covid et vous voyez que la production d'IgG est équivalente, la capacité de neutraliser le virus est également équivalente et ils ont ensuite également regardé la capacité des cellules des CD4 et des CD8 à produire de l'interféron, qui est vraiment la meilleure façon d'étudier la réponse vaccinale cellulaire. Et donc, comme vous le voyez, ils sont bien capables, avec leur vaccination, d'induire une réponse de type TH1. Et là, vous avez les effets indésirables liés à ce vaccin comparés aux effets indésirables liés à la vaccination contre le méningocoque. Donc, on a bien des vaccins qui vont être un peu moins bien tolérés sur le plan de l'état général, de la fatigue, de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, des sensations de malaise que les vaccins classiques. Mais tout ça reste des formes qui sont peu sévères et qui ne sont pas des événements graves, donc qui permettent de valider le rapport bénéfice-risque de ces vaccins. Alors un autre type de vaccin qui a été développé par la société Novavax, qui donc là utilise la stratégie de vaccin sous-unitaire. Donc comme je vous l'ai expliqué en introduction, c'est des vaccins beaucoup plus classiques qui utilisent donc une protéine purifiée du spike auquel on est obligé d'ajouter un adjuvant pour activer le système immunitaire, activer les toll-like récepteurs, induire des signaux de danger et permettre d'avoir une présentation par les lymphocytes T et induire préférentiellement une réponse humorale et une réponse cellulaire. Donc ce vaccin Novavax a passé les essais de phase 1-2. Ils ont été testés sur ça nous fait 125 patients en fonction des doses et en fonction du placebo ou non, et vous voyez qu'on retrouve les mêmes niveaux d'effets indésirables, peut-être un poil moins, mais on n'a pas encore de comparaison entre les vaccins ARN et ce type de vaccin. On retrouve toujours des événements, des symptômes locaux au niveau du point d'injection, fatigue et fièvre, mais c'est des symptômes assez classiques après la vaccination. Si on regarde l'efficacité immunologique de ces vaccins, donc ils ont d'abord testé sans adjuvant, puis avec adjuvant. C'est ce que vous avez ici. Sur leur capacité à induire une réponse humorale, une réponse IgG dirigée contre le spike. Et en gros, là, vous avez l'efficacité vaccinale, la capacité à produire des IgG sans adjuvant, qui est évidemment largement améliorée lorsqu'on ajoute un adjuvant pour booster cette réponse immunitaire et permettre d'avoir une réponse proche des sérums convalescents, c'est-à-dire des patients qui ont guéri
d'un Covid. Donc l'adjuvant semble pour ce vaccin importante pour induire une réponse vaccinale. Et c'est ce que vous avez ici sur l'induction d'une réponse de type TH1. Là, c'est la réponse sans adjuvant. Et vous voyez que l'adjuvant, dans ce cas de vaccin, est indispensable pour induire une réponse de type TH1. Les derniers vaccins sont les vaccins chinois qui sont des vaccins atténués et inactivés, donc avec les inconvénients dont je vous ai parlé en introduction. Et qu'en est-il des vaccins français? Donc, on n'a aucun vaccin français qui est actuellement en phase 3. Nos vaccins sont sont encore en phase 1-2. Donc, MSD Pasteur et Sanofi Pasteur ont une stratégie beaucoup plus classique. Donc, Sanofi Pasteur a développé une protéine du spike avec un adjuvant. Donc, c'est comparable à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et sinon, MSD Pasteur a développé un vaccin avec un vecteur viral de la rougeole inactivé avec une protéine du spike. Et puis, il y a d'autres boîtes françaises qui développent les ARN, les vaccins ARN dont je vous ai parlé, avec l'efficacité qui semble importante dans ce contexte d'infection virale. Voilà, pour conclure sur ces vaccins, il faut quand même avoir en tête qu'on a plus d'un siècle de recul sur l'utilisation des vaccins. C'est pas quelque chose de nouveau, même si la réticence à l'égard des vaccins est un phénomène assez nouveau, mais c'est le fait, c'est leur efficacité qui les a en fait desservis, puisque c'est cette efficacité qui nous a permis de ne plus nous rendre compte du problème que sont les maladies infectieuses et cette pandémie au Covid est l'occasion de nous rappeler à quel point ces vaccins peuvent être importants, puisque c'est la seule façon, la vaccination, d'éradiquer une épidémie. Quelques chiffres donc sur les vaccins que l'on connaît, le vaccin de la variole, de la polio, de la diphtérie, et les nombres de cas qu'il y avait avant la mise en place des vaccins. Les vaccins ont permis d'éradiquer la variole. Vous savez qu'on a pu éradiquer la polio grâce à la vaccination. Donc l'efficacité de la vaccination n'est plus à démontrer. Il y a très peu de médicaments qui ont un tel niveau de preuve, et les risques que l'on connaît de la vaccination sont quand même assez mineurs, puisque un sujet adulte qui va faire une rougeole, il a une chance sur 20 de faire une pneumonie à l'âge adulte, une chance sur 2000 de faire une encéphalite et une chance sur 3000 de mourir, ce qui est quand même, on parle du bénéfice collectif de la vaccination, mais il y a avant tout un bénéfice individuel. Un adulte qui fait une rougeole peut faire une forme grave, et vous voyez que ce sont des chiffres, c'est assez fréquent, alors que une encéphalite après une vaccination est quelque chose d'évidemment dramatique, mais qui est vraiment exceptionnel, puisque ça va être un cas sur 100 000. Donc il faut vraiment replacer le vaccin dans le véritable contexte et les avancées qu'ils ont permis de faire à nos sociétés. Le vaccin contre le Covid, donc on se rend compte tous les jours avec toutes les mesures, le fait de vivre terré, à quel point un virus peut être pesant sur notre quotidien. On est encore en France à 11 000 nouveaux cas par jour, alors qu'on a l'impression tous de vivre terré. 11 000 nouveaux cas par jour, il faut se rendre compte que c'est 220 cas graves par jour, tous les jours en France. Donc c'est quand même, ça reste des chiffres qui sont non contrôlés. L'épidémie n'est absolument pas contrôlée actuellement. On parle d'une immunité collective autour de 60% pour pouvoir éliminer le virus. Vous savez qu'il y a eu la théorie de faire tourner le virus pour que les gens s'immunisent de façon naturelle. C'est une stratégie qui a évidemment conduit à la situation où on est, nos systèmes de santé n'étaient absolument pas capables d'amortir le nombre de cas graves que génère cette stratégie, qui n'est vraiment pas la bonne stratégie. Et je vous rapporte les chiffres actuels de notre immunité collective. Nous avons fait une enquête dans notre région sur le taux, grâce aux tests sérologiques, sur le taux de sujets immunisés
dans différentes administrations et au sein du CHU. Donc, comme vous voyez, les soignants sont immunisés à 30% contre le Covid, donc ils sont vraiment payés un très lourd tribut à cette pandémie. Et la population générale, donc non particulièrement exposée, est à 16% d'immunité collective. Donc on est encore loin des 60%. Et arriver aux 60% en laissant tourner le virus, on connaît les conséquences, ça fera déborder le système de santé. Donc vraiment, la vaccination sera la seule façon de nous faire sortir de cette impasse. On dit beaucoup que la technologie ARN est quelque chose de nouveau. Alors c'est vrai qu'on en parle récemment, mais c'est pas si nouveau puisque ça fait quand même 10 ans que c'est des stratégies vaccinales qui sont à l'essai, qui sont testées chez l'animal. Ils sont même également testés en cancérologie où ils sont en phase 3. J'espère vous avoir démontré que c'est une stratégie qui est robuste, qui est en tout cas très adaptée aux infections virales. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est un processus qui est assez simple, puisque au lieu de passer de l'ADN à la protéine, on va directement à l'ARN, que ça court-circuite la phase d'infection au sein du noyau et que ça permet d'avoir une réponse qui est extrêmement proche de la réponse immunitaire contre le Covid. Et j'espère vous avoir montré que, contrairement à ce qui est dit dans les médias, nous avons beaucoup de données sur ce vaccin, parce que vous avez vu que les publications sont importantes. Ce sont des preuves qui sont extrêmement robustes. Je voulais juste finir sur cette publication sur les réseaux sociaux qui circulent, où on a, et je ne jette absolument pas la pierre parce que j'étais une des premières à espérer que la chloroquine soit efficace, et si j'avais fait un Covid grave au mois de mars, j'en aurais évidemment voulu parce que on n'avait pas d'autre issue et qu'on n'avait évidemment pas le niveau de preuve pour savoir, mais dans le doute, on avait tous envie d'avoir un médicament qui marche. Donc on en attendait beaucoup. Malheureusement, les preuves scientifiques ne nous ont pas montré d'efficacité de la chloroquine. Ça n'est pas comparable à la vaccination puisque là, on a un haut niveau de preuve pour montrer son efficacité. Et je voulais juste vous conclure sur ces résultats où on a testé l'impact de l'hydroxychloroquine sur les cellules de l'immunité de patients infectés contre le Covid et qu'est-ce que ça donnait en termes de production de cytokines. Donc, comme vous voyez, l'hydroxychloroquine bloque complètement la production d'interféron gamma, qui est plutôt une cytokine dont on a besoin en phase virale, alors qu'elle va induire une réponse de type Th2, qui est quand même l'inverse de ce qu'on cherche et de ce que les vaccins apportent. Donc, il faut sortir de la polémique, raisonner à partir des preuves. Et là, vis-à-vis de la vaccination, on arrive à un haut niveau de preuve dans un temps record. Et donc, c'est important pour sortir de cette impasse dans laquelle on vit depuis le mois de mars, d'avoir un recours à cette vaccination. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je remercie tous les membres de notre équipe qui nous ont permis d'avoir ces quelques résultats à notre modeste échelle sur cette immunité contre le Covid et évidemment tous les médecins des services de réanimation et de maladies infectieuses qui nous ont aidés à collecter tous ces prélèvements. Voilà. J'ai terminé. Merci encore pour votre attention.